que ça veut dire. Parce que si ça veut juste dire critiquer la manière dont ça marche, alors je pense que le franco-scepticisme est une maladie encore beaucoup plus grave. Et personne ne dit jamais « Oh, c'est horrible, tous ces Français qui sont franco-sceptiques !» Bon, ça fait juste partie de la Allez, démocratie, quoi. je vous propose de prendre le casque. Donc là, on aura un petit peu de bruit extérieur, davantage, mais on va le faire baisser dès qu'on va démarrer. Approchez bien le micro, justement, pour qu'on capte le minimum de bruit extérieur. Tu me dis, Gabriel, quand on est prêt. On va demander aussi. On va juste. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on va juste vous demander. Non, mais vous pouvez continuer à parler, il n'y a pas de souci. Le moins fort possible, mais on va surtout pas vous empêcher de parler. Mais, merci. Ok. Voilà, donc on est revenu dans ce contexte du Forum mondial Normandie pour la paix, qui permet de tourner autour des faiseurs de paix, comme on l'a vu ce matin, et puis l'après-midi est égrené de nombreux débats, des débats qui permettent de se poser en fait de nombreuses questions autour de la notion de paix. Et évidemment, dès qu'on est sur la paix, on se pose aussi la question du poids de l'histoire, du poids de la connaissance de l'histoire. Et tout le monde connaît cette expression, celui qui ignore l'histoire doit être condamné à voir revivre ce qu'il n'aurait pas vu vouloir revivre. Et donc on est là avec Philippe Perchoc, qui est du service de recherche du Parlement européen, et avec Olivier Vivorca, donc professeur d'université, école normale sup, et vous êtes donc historien évidemment reconnu, et pas uniquement sur les questions dont on va se préoccuper aujourd'hui, entre autres Deuxième Guerre mondiale par exemple, qui est un de vos domaines de spécialisation. Le débat qui vient d'avoir lieu est un débat qui tournait autour des constructions identitaires et de la montée des nationalismes. On le sait bien, l'Europe est actuellement subit très sérieusement une pression des nationalismes qui sont plutôt exacerbés dans la partie est du continent, mais pas seulement maintenant, on le voit aussi de plus en plus à l'ouest. Les identités locales, régionales, nationales commencent aussi à se faire sentir sérieusement. On pourra peut-être aussi évoquer des identités religieuses qui à un moment peuvent peut-être aussi être des éléments de fracturation, alors que l'Europe vise au contraire à rassembler. Alors, au niveau de l'histoire, il y a d'abord la connaissance de l'histoire, il y a la recherche qu'on peut faire sur l'histoire, et il y a la transmission de l'histoire. Si vous le voulez, c'est autour de ces trois points que l'on va échanger entre nous. Alors, la connaissance de l'histoire. Est-ce que aujourd'hui, celle qu'on en a, suffit à ce que les citoyens européens puissent avoir conscience des dangers qu'une situation comme celle qu'on peut voir aujourd'hui peut avoir par rapport au maintien de la paix? Olivier Vivorca. C'est une vaste question. Moi, ce que je voudrais dire, c'est d'abord que la connaissance de l'histoire n'empêche rien. La connaissance de l'histoire n'a pas empêché le génocide au Rwanda. Nous avons eu des dirigeants qui connaissaient l'histoire et qui ont pu mener ou accepter des politiques criminelles. Donc je crois qu'il ne faut pas prêter à l'histoire plus de vertu ou d'efficacité qu'elle peut en avoir. Ça, c'est le premier élément. Le second élément qui là est plus embarrassant, c'est que, au fond, l'histoire, elle montre la complexité. Or, le politique, les politiques mémorielles n'aiment pas la complexité. Je vais donner un exemple. Dans les années 60, au fond, ce que l'on disait, c'est que la France s'était divisée entre collabos et résistants. Bon, maintenant, aujourd'hui, avec la recherche historique, on constate que nous avons eu des résistants, mais aussi des vichisto-résistants, que nous avons des vichistes, que nous avons des pétainistes, que nous avons des attentistes, que nous avons des collaborateurs, que nous avons des collaborationnistes. Bon, alors tout ça, si vous voulez, à faire passer auprès des individus est extrêmement compliqué, et l'histoire, malheureusement, ne simplifie pas, alors qu'il faudrait précisément qu'elle puisse simplifier en donnant des clés de compréhension. Or, la seule clé de compréhension, c'est de dire que c'est plus compliqué que ça. Donc je crois aussi qu'il y a ce problème qui joue. Le troisième élément que je voudrais souligner, c'est que ce qui me frappe, c'est l'absence d'historicité de nos dirigeants.
Je pense que depuis en France, François Mitterrand, on n'a pas de responsables politiques qui ont une réflexion sur l'histoire et sur la place de l'histoire. Et c'était particulièrement patent avec Valéry Giscard d'Estaing, avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande. Bon, pour Emmanuel Macron, il est sans doute trop tôt pour avoir un avis, mais je crois que ça aussi, c'est un problème. Quelqu'un comme François Mitterrand, l'affaire Dreyfus, la révolution de 1848 étaient des choses extrêmement présentes. Je ne suis pas sûr que pour ses successeurs, il en soit de même. Donc la connaissance historique, je pense, elle va offrir assez peu pour immuniser, au fond, les peuples et les dirigeants contre la tentation démagogique ou nationaliste. Vu sous l'angle européen, du côté du Parlement, par exemple, est-ce que vous faites un enjeu de cette information et de maîtrise par les citoyens des données historiques ? Alors d'abord, je pense que Olivier Viorca a bien souligné que le lien entre la connaissance de l'histoire et la citoyenneté n'est pas aussi clair que ce qu'on peut l'imaginer à la base. Et alors le lien entre l'histoire européenne et la citoyenneté européenne est encore plus compliqué. Ouais. Parce que on a connu des grands responsables politiques européens des années 50, dans une Europe où il y avait 6 États qui connaissaient l'histoire de ces 6 pays, qui parlaient les 4 langues, qui pouvaient vous dire qu'est-ce qu'on mange comme fromage de l'Italie aux Pays-Bas. Mais bien sûr, dans une Europe à 28 pays, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que vous avez les pays que vous connaissez, le pays d'où vous venez, les pays que vous avez visités, les pays sur lesquels vous avez des préjugés et les pays sur lesquels vous ne connaissez strictement rien. Donc cette dimension européenne, elle passe plutôt, je pense, par les valeurs de ce que l'histoire nous enseigne que par le contenu de l'histoire elle-même. Au Parlement, c'est un sujet à la fois quotidien, puisque tous les députés européens et très souvent prennent la parole en prenant des exemples de l'histoire de leur pays. Donc tout le monde est confronté à l'idée de connaître un peu l'histoire des autres pays, sinon on a du mal à suivre le débat. Et en 2007 a été lancé un grand projet qui s'appelle la Maison de l'Histoire Européenne. Et donc c'est devenu un des musées les plus visités de Belgique, dans lesquels on raconte l'histoire du continent européen d'un point de vue européen et pas d'un point de vue national. Ça a mis 10 ans de travail, je crois que c'est quand même un grand succès. Mais ça montre la difficulté, ne serait-ce que parce que dans un musée comme ça, il faut pouvoir labelliser tous les objets en 24 langues. Donc tout simplement, vous y allez avec une tablette, et c'est pas comme dans un musée national où vous avez en dessous la petite étiquette qui vous dit ce que c'est. On a souvent l'impression qu'il y a un peu d'amnésie peut-être du côté de l'ensemble des citoyens européens par rapport à la création de situations de guerre en Europe. Concrètement, l'Europe a connu encore très récemment des situations de guerre. On peut penser à la Yougoslavie, on peut penser aux tensions près de l'Ukraine par exemple. Expliquez-nous un petit peu en quoi la construction identitaire a été un élément important dans le déclenchement du conflit qui a conduit à l'explosion donc si brutale, avec tant de victimes, de la Yougoslavie. Là-dessus, je ne suis absolument pas spécialiste, mais ce que je pense, c'est qu'au fond, avec Tito et la manière dont il a géré la question des nationalités, vous avez eu un couvercle qui a été mis sur toutes les revendications nationales. Une fois Tito, qui avait quand même une légitimité historique extrêmement forte et qui a été également extrêmement prudent. Alors Tito est un personnage tout à fait fascinant parce qu'il est à la fois souple, il n'envoie pas la troupe contre les ouvriers en grève par exemple, et en même temps ça a été quand même quelqu'un qui, pour un apôtre du non-alignement, a quand même toujours choisi l'Union soviétique sur les États-Unis. Je pense par exemple à l'époque de Cuba. Mais quoi qu'il en soit, Tito réussissait à maintenir au fond une certaine cohésion. À partir du moment où Tito disparaît, tout ce qu'on pourrait appeler le refoulé, eh bien tout ce refoulé s'est exprimé. Et c'est un refoulé quand même qui avait pu s'absorber dans l'idée d'une résistance unanime des Yougoslaves contre le joug, mais qui oubliait beaucoup de victimes, beaucoup de victimes serbes, beaucoup de victimes en Croatie, les Juifs, la question des résistants nationalistes, les Tchétniks, qui étaient certains résistants, mais qui ont pu être également amenés à des compromissions avec l'occupant. Donc tous ces éléments se sont libérés et ont provoqué, me semble-t-il, la guerre. En tous les cas, ont été l'une des raisons. Donc incontestablement, tous ces nationalismes blessés
tous ces arriérés de comptes que Tito, au fond, n'avait pas réglés, eh bien, tous ces éléments ont provoqué la guerre. Dans la conférence, à un moment, quelqu'un est intervenu aussi sur le fait qu'on ne pouvait pas avoir la même vision de l'histoire si on était passé par l'Europe de l'Est, par exemple, sous le communisme, et l'Europe de l'Ouest, que ce n'était pas les mêmes vécus qu'il y avait, donc pas les mêmes images du tout. Philippe Perchoc. Oui, je pense que pour compléter le propos d'Olivier Vivorca, dans la dimension de ce qui a conduit à la guerre en Yougoslavie, il y a aussi une partie de ce qu'on pourrait appeler un nationalisme de riches. C'est-à-dire qu'il y avait en Yougoslavie des différences de niveau de vie de 1 à 7 dans les années 80. Donc bien entendu, il y avait des Yougoslaves qui disaient mais pourquoi est-ce qu'on doit payer pour les régions les plus pauvres ? Et donc puisqu'on ne veut pas payer pour les régions les plus pauvres, alors pourquoi nous ne serions pas indépendants ? Donc il y a aussi une dimension économique qui était importante et on la retrouve en fait dans beaucoup des nationalismes qui s'activent et dans d'autres pays d'Europe, sans citer trop de noms. Il y a parfois cette idée que pourquoi est-ce qu'on devrait transférer des taxes d'une partie à l'autre du pays. Alors, pour en venir à votre question sur l'Europe dite de l'Est, Oui, communiste. d'abord, ce que disait Kundera, c'est l'Europe de l'Est, en fait, elle est à l'Est politiquement, elle est à l'Ouest culturellement et géographiquement, elle est au centre. Je crois que les Européens de l'Est veulent plutôt qu'on dise qu'ils sont des Européens du centre. Et bien entendu, ils ont une vision différente de l'histoire, tout simplement parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, pour eux, il y a eu immédiatement 50 ans d'un régime qui a été imposé majoritairement de l'extérieur et dont il a fallu se libérer. Ça reste bien sûr dans les histoires familiales. Quand vous êtes né dans un pays, vous avez changé de passeport 2 ou 3 fois, votre vision du monde, celle qui était inculquée par l'école, par les médias, par le cinéma, par les arts, était très différente. C'est un changement de vie radical quand même que de plonger dans une Europe de l'Ouest avec des valeurs différentes, avec une perception de la Seconde Guerre mondiale différente. Donc, bien entendu, ça prend du temps d'apprendre à se connaître et à se parler. Est-ce que vous pensez que par exemple dans la Hongrie d'aujourd'hui et dans la Pologne d'aujourd'hui, ce qui conduit à aller vers des positions dirigistes, pour ne pas employer le mot dictatorial, est-ce que vous pensez qu'il y a une partie de cette culture de l'époque communiste qui revient avec d'autres arguments ? Je ne pense pas. Je pense au contraire que dans la mesure où le communisme a été identifié à l'Union soviétique, ennemi historique de la Pologne, il n'y a pas une sorte de revival. Il n'y a pas de revival communiste. Je crois par contre que le souvenir de la Seconde Guerre mondiale joue un rôle très important. D'abord parce qu'il peut expliquer l'atlantisme de Varsovie. Une capitale qui a quand même été à la fois soutenue mais également lâchée par les anglo-français qui n'ont absolument pas secouru la Pologne au moment où elle était attaquée. Donc ça c'est un point. Et d'autre part, la Seconde Guerre mondiale a laissé des fractures en Pologne avec à la fois une résistance très vive mais également un antisémitisme qui a conduit certains Polonais, pas tous puisque la Pologne compte le plus grand nombre de Justes dans sa population, un certain nombre de Polonais à se faire les alliés objectifs des bourreaux. Donc tout cela est assez compliqué et cette complexité, bien entendu, le gouvernement actuel refuse de l'entendre. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement polonais ait voulu rendre par la loi impossible le fait de parler des camps de concentration polonais ? Est-ce que vous pensez que c'est légitime finalement ? Alors déjà vous seriez poursuivi parce que ce ne sont pas des camps de concentration polonais mais en Pologne et les Polonais font toujours cette distinction. C'est bien évidemment c'est tout à fait illogique, tout à fait illégitime et tout à fait, je pense, stupide à l'heure où l'information est très libre pour la Pologne. Il y a les réseaux sociaux, etc., etc. Donc que veulent-ils ? Donc c'est effectivement une politique qui est tout à fait scandaleuse, mais je pense aussi dans une certaine mesure inefficace. Vous avez évoqué, Philippe Perchoc, dans votre introduction, l'importance des états de droit, en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi un état de droit est important aussi par rapport aux problématiques historiques ? Alors d'abord, je vais peut-être redonner une petite définition de l'état de droit parce que c'est pas toujours clair dans la manière dont ça se dit. En tout cas en français, état de droit, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est tout simplement qu'il y a des règles constitutionnelles et juridiques qui s'appliquent les mêmes pour tout le monde et qui ne sont pas rétroactives. On ne change pas la loi en fonction des circonstances et c'est ça l'état de droit. Bien entendu, c'est important cet état de droit pour la
quand on parle des questions historiques et des questions mémorielles, parce qu'il faut que la recherche historique, il faut aussi que les victimes, quand elles veulent s'exprimer, puissent le faire sans avoir peur. Hein. Une victime d'un régime autoritaire qui veut s'exprimer, elle ne peut le faire, et ça ne peut être bon pour la société, que si elle n'a pas peur. Pareil pour un historien qui ne doit pas avoir peur de faire son métier. Donc c'est pour ça que l'état de droit, c'est fondamental. Après, il peut y avoir des préférences qui évoluent dans le temps. Il y a eu en Espagne un régime autoritaire qui a duré pendant des dizaines d'années. Et au moment du retour de la démocratie en 1975, les Espagnols ont fait un choix assez radical qui était de dire « n'en parlons pas ». Il y a eu une loi du silence et pendant toute une génération, on n'en a pas parlé. Peut-être qu'à ce moment-là, pour continuer à vivre, c'était nécessaire. Pour éviter une nouvelle guerre civile, peut-être que c'était nécessaire. Aujourd'hui, on voit à l'inverse que les choses se réactivent parce qu'une nouvelle génération voit les choses différemment. Mais ils le font dans le cadre d'un État qui a ses règles, qui sont respectées par tous. Et donc ça permet à ce débat quand même d'avoir lieu sereinement. Olivier Vorka, aujourd'hui, là, en ce moment, c'est l'anniversaire de Tiananmen. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la Chine, finalement, célèbre ou occulte ce moment? Est-ce qu'il y a eu d'autres exemples dans l'histoire où des moments que le monde entier peut connaître ont été occultés, finalement, par la communication d'un État? Pour la Chine, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas spécialiste de la Chine, donc je ne ferai que vous répéter ce que j'ai lu dans un grand quotidien du soir ou un grand quotidien du matin. Oui, les phénomènes d'occultation ont été extrêmement importants. En France, on a eu quand même une grande occultation sur les crimes du régime de Vichy. Et ce qu'il y a de paradoxal, c'est que cette occultation a été le fait, bien entendu, des anciens vichistes, mais également des pouvoirs publics après la Seconde Guerre mondiale, qui était pourtant composée de résistants. Lorsque l'on sait par exemple que le garde des Sceaux René Pleven, qui était un Français libre, incontestable, impeccable, a refusé l'accès à certaines archives à des chercheurs, on est absolument pantois. Donc effectivement, il y a des enjeux qui visent à minimiser, qui visent à occulter un certain nombre d'événements passés, mais tôt ou tard quand même, eh bien, la vérité se fraye un chemin. Oui. Peut-être sur ce sujet-là, un autre grand moment de l'histoire qui a été occulté, c'est en août 1939, le pacte Molotov-Ribbentrop entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, qui en fait, ces deux régimes alliés se sont partagés l'Europe centrale. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a refusé de reconnaître l'existence de ce pacte. Et tous les gens qui en parlaient étaient poursuivis. On disait que la version allemande du pacte était un faux. Et Gorbatchev, dans ses mémoires, raconte que quand il est devenu premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, il rentre dans le bureau du secrétaire général et il trouve dans le coffre la copie originale du pacte Molotov-Ribbentrop. Il aura fallu 50 ans pour que la société soviétique accepte que ça avait eu lieu. Et encore aujourd'hui, en Russie, c'est difficile et on se trouve beaucoup de gens pour dire que ça n'a jamais eu lieu. Alors aujourd'hui, vous êtes historiens tous les deux en fait de formation. Il y a un débat qui a été instauré il n'y a pas très longtemps, on va s'éloigner un petit peu de cette période. C'est sur qui doit établir les programmes d'histoire. On a eu la fameuse polémique autour de Verdun, mais il y en a eu d'autres avant. Alors, ça appartient à qui, normalement, l'autorité de décider ce que l'on doit enseigner aux jeunes? Est-ce que c'est finalement la société civile qui doit en quelque sorte définir de quoi on a besoin pour mieux vivre ensemble? Est-ce que c'est des politiques ou est-ce que c'est des universitaires? Pour moi, je ne trouve pas inconvenant que le pouvoir politique, ou plus exactement l'État, élabore les programmes. Toute la question est de savoir quel État. Bon, quand c'est un État démocratique comme la France ou le Portugal, qu'il se préoccupe, dans la mesure où l'école a aussi, dans la logique française en tous les cas, formé des citoyens, qu'il se préoccupe donc qu'il veille au programme, ne me choque pas. Avec ce distinguo, c'est qu'il doit quand même trouver un compromis avec d'une part les chercheurs et d'autre part les enseignants. Bon, sinon ça ne marche pas. Ce qu'il y a de très inquiétant, c'est quand un pouvoir autoritaire tord les programmes dans un sens qui lui est favorable pour imposer une vision. Mais à partir du moment où l'État, au contraire, essaye d'imposer un regard critique, etc., ça ne me paraît pas, sur le plan du principe, choquant.
On a Philippe essayé de faire et donc ça a eu lieu dans les années 90, un manuel d'histoire franco-allemand. Alors c'est très compliqué parce qu'en France, il y a un programme national d'enseignement de l'histoire, mais en Allemagne, il y en a 16, puisque c'est au niveau des Länder, des régions allemandes, qu'on décide ça. Donc une fois que ce livre a été écrit, on pensait que la majorité du travail était fait, et puis après on s'est rendu compte que presque personne ne l'utilisait, puisqu'il ne correspondait au programme d'histoire d'aucun des 17 acteurs concernés, c'est-à-dire la France d'un côté, de l'autre côté les 16 Länder allemands. Donc on ne peut pas s'abstraire du fait que l'État joue un rôle fondamental, ou les régions dans les pays dans lesquels c'est le cas, dans la transmission, dans l'enseignement de l'histoire. Est-ce qu'il vous paraît fondamental que, comme aujourd'hui, par exemple, des grandes manifestations de ce type soient organisées justement pour célébrer la paix, réfléchir sur la paix, travailler sur les relations entre ces 7,5 milliards de citoyens donc, qui sont sur Terre? Est-ce que ça vous paraît aujourd'hui important, et peut-être aujourd'hui plus important que ça l'était peut-être il y a 10 ans ou il y a 20 ans? Tout ce qui permet le dialogue et la réflexion est bienvenu. Le seul élément, c'est que je pense que ce n'est pas nécessairement de ce forum de la paix d'où sortiront les solutions pour la planète. Mais à partir du moment où vous avez des acteurs qui se rencontrent, des acteurs d'origine très différente ou autres, bien évidemment, ça contribue à faire réfléchir, ça enrichit le débat, et de ce point de vue, c'est une initiative bienvenue. Philippe Perchac, votre sentiment? Pour moi, ce qui est fondamental et qui a changé en 10 ans, c'est que probablement, il y a 10 ans, ici en Normandie, on aurait fait ce forum de la paix pour se rappeler qu'on avait la paix. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est plus dangereux, donc je crois que ce genre d'événement est plutôt là pour nous dire qu'il faut la faire. Merci pour ce qui constitue une conclusion évidente par rapport à la question qu'on se posait. Merci à vous, Philippe Perchac, donc, du service de recherche du Parlement européen, et Olivier Viorca, professeur d'université, École normale supérieure, donc spécialiste des questions liées à la Deuxième Guerre mondiale. Merci de votre contribution sur notre antenne. Au revoir. Merci. Attendez, on va faire une petite photo. Tu fais une petite photo? Tiens. Hop.